Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de biophysique. On va parler aujourd'hui de résolution d'un exo de déshydratation. Donc moi du coup je vais commencer par vous présenter quelques notions de base qu'il faut avoir pour ce chapitre, puis la méthodologie pour résoudre l'exo. Et moi je finirai du coup sur un exemple d'un exercice type de déshydratation. Du coup on va commencer avec quelques définitions. Donc l'osmolarité déjà, donc c'est la somme des concentrations molaires de tous les solutés. Donc, par exemple si vous avez une mole de NaCl, ça va vous donner un osmol de Na+, et un osmol de Cl-. Et donc du coup, ça va vous faire 2 osmoles. Ensuite, l'osmolarité efficace. Donc là, ça va être la même chose, sauf qu'on va enlever en fait tout ce qui va être diffusible, donc tout ce qui va être actif. C'est le cas par exemple on va enlever tout ce qui est urée et glucose pour avoir seulement dans notre solution ce qui ne diffuse pas via la membrane. Ensuite, on a l'osmolarité efficace plasmatique. C'est la même chose que l'osmolarité efficace, sauf que là, c'est dans notre sang. Voilà, c'est ce qu'on va chercher à calculer. Du coup, on va préciser un peu sur ce schéma. Vous avez le volume intracellulaire qui est de 60% et votre volume extracellulaire qui représente 40%. Dans le volume extracellulaire, on va avoir deux parties. 28% c'est la partie interstitielle et 12% c'est la partie plasmatique. C'est des chiffres qu'il faut connaître et qui font partie du cours. Et du coup, on va essayer de reprendre un petit peu ce schéma-là après pour comprendre et pour illustrer le diagramme de Pitts. Avant, je vais juste vous rappeler une définition qui est un peu importante. C'est la notion de tonicité. Donc, par exemple, vous avez votre solution qui va être perdue. Par exemple, une personne a fait des efforts, elle a sué, elle va perdre une solution. Vous cherchez à savoir de sa tonicité. Donc, pour ça, vous devez le comparer à une valeur, qui est votre valeur de l'osmolarité efficace plasmatique. Donc, votre valeur, ça va être souvent autour de 300-305 milliosmoles par litre. Et donc, si c'est au-dessus de cette osmolarité efficace plasmatique, ça va être une solution qui va être hypertonique. Si c'est en dessous, votre solution perdue, elle est hypotonique. Et si elle est égale, elle est isotonique. Donc maintenant, on va préciser un petit peu le diagramme de Pitts. Du coup, là, on a un exemple typique du diagramme de Pitts. Ce qu'il faut connaître, c'est assez simple, c'est la natrémie qui représente la hauteur. Ça vous donne un indice de votre bilan sodé. S'il est au-dessus de l'état d'équilibre, ça veut dire que vous avez une surcharge. S'il est en dessous, vous avez un déficit. La largeur, elle représente le volume. Donc si par exemple vous avez une surcharge hydrique, ça va dépasser. Et si vous avez un déficit, ça va être en dessous. Donc ça, c'est hyper important, c'est des diagrammes qu'il faut connaître. Après, c'est un peu de la logique, mais qu'il faut connaître pour l'examen pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il y a une surcharge, quand est-ce qu'il y a un déficit. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que les troubles en fait, arrivent d'abord dans le milieu extracellulaire, jamais dans le milieu intracellulaire. Et après, dès que vous allez avoir un problème dans le milieu extracellulaire, c'est le milieu intracellulaire qui va aider pour pouvoir remettre à l'état d'équilibre. Ok, donc maintenant on va voir la méthodologie, comment résoudre ces exercices. Donc la première étape, toujours la même, on va vous demander de calculer l'osmolarité plasmatique efficace initiale. Donc en fait, vous allez avoir votre osmolarité plasmatique et on va vous dire qu'il y a de l'urée et du glucose très souvent dans les exercices. Et vous, en fait, vous savez que l'urée et le glucose traversent la membrane, donc ce n'est pas efficace. Donc vous devez les soustraire. Là, c'est une simple soustraction. Vous allez avoir par exemple 340 mosmoles par litre et vous allez enlever l'osmolarité de l'urée ainsi que l'osmolarité du glucose, donc tout ce qui traverse encore une fois. Ensuite, donc la deuxième étape, ça va être l'osmolarité de la solution perdue. Donc là, c'est assez simple, en fait, souvent on va vous dire qu'il y a par exemple du NaCl dans une solution et vous allez devoir calculer donc sa concentration osmolaire. Donc là, très souvent, vous allez avoir la formule qui revient, ça va être que la concentration molaire, elle est égale à la concentration pondérale sur la masse molaire. C'est très souvent ça qui va vous permettre de retrouver la concentration molaire. Sinon, c'est les formules que vous devez appliquer classiquement avec la concentration N sur V, enfin toutes ces formules-là qui vont vous permettre de retrouver la concentration molaire. Et ensuite, on n'oublie pas, c'est pas la concentration molaire qu'on veut, c'est l'osmolarité. Donc là, avec l'exemple de mon NaCl, vous allez faire x2 et ça va vous donner l'osmolarité. Parce que NaCl, deux entités, Na+, et Cl-. Ensuite, troisième étape, ça va être l'osmolarité plasmatique efficace finale. Donc là, c'est l'étape 1 qui est un petit peu plus compliquée, dans laquelle vous allez avoir besoin d'une formule. En fait, on va avoir perdu une solution, donc il va falloir soustraire cette solution qu'on a perdue pour retrouver notre osmolarité plasmatique efficace finale. Donc on va faire une formule qui est assez classique. Donc vous avez votre concentration là, elle va être égale à, vous connaissez la formule, à la quantité de matière sur le volume. Donc nous on connaît cette formule là, donc on va essayer de la détailler un petit peu plus puisqu'on a perdu une solution, donc il va falloir retirer quelque chose à notre N initial. Donc on va avoir notre N, notre quantité de matière initiale, moins
notre N qu'on va avoir perdu. Ensuite, on va avoir notre volume initial moins notre volume qu'on a perdu. Sauf qu'on n'a pas notre quantité de matière. Ça, on ne la connaît pas. On n'a pas de mol dans notre exercice. Comment on peut trouver des mols? Tout simplement, on va faire... N, en fait, c'est égal à C fois V. Donc là, ici, notre osmolarité fois V. Donc on va dire que c'est égal à notre osmolarité initiale fois le volume initial, moins l'osmolarité perdue, je mets juste un P, fois le volume perdu. Tout ça, on garde divisé par notre volume initial, moins notre volume perdu. Voilà, et ça va nous donner du coup notre osmolarité finale. Ensuite, on va avoir le calcul de notre volume intracellulaire final. On peut vous demander ça dans quelques exercices. Donc, vous savez, on a vu le diagramme de Pitt tout à l'heure, en fait, le nombre de moles dans le volume intracellulaire, il ne change jamais, il est toujours constant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Si le volume, là, on est dans le cadre du volume intracellulaire, si la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière finale, alors on peut dire que l'osmolarité initiale fois le volume initial du volume intracellulaire est égale à l'osmolarité finale fois le volume final, toujours de ce volume intracellulaire. Donc maintenant, nous, on veut trouver le volume intracellulaire final. Donc on a juste à basculer dans cette équation et de dire qu'en fait, c'est égal à, là je le passe de l'autre côté, divisé par l'osmolarité finale, ça c'est égal à notre volume final intracellulaire. Voilà comment vous pouvez l'obtenir. Et en dernière étape, on peut vous demander de calculer le volume extracellulaire final. Donc du coup, pour calculer votre volume extracellulaire final, ça va être juste une simple étape de soustraction. Donc mettons que là, on avait notre volume initial. Donc le volume initial, on a additionné celui qui est intracellulaire et celui qui est extracellulaire. Mettons que ça nous a donné les deux 21 litres. On va soustraire ce qu'on a perdu, puisqu'on a perdu une solution. Donc mettons que c'était 1 litre. Ça nous fait 20 litres au total. Et ensuite, on va soustraire le volume intracellulaire final. Donc là, mettons que ce soit 15 litres. Et bien après, il nous reste seulement 5 litres de volume extracellulaire final. Et maintenant, je laisse la parole à Clarisse, notre grande chef biophysique. Ok, du coup maintenant on va faire la résolution d'un exotype de déshydratation pour que ça soit un peu plus concret. Donc déjà il faut savoir que pour ces exos, ce sera quasiment toujours la même résolution, vous aurez toujours les mêmes étapes comme a expliqué Romain tout à l'heure. Donc là je vous l'ai énoncé, en gros on a quelqu'un qui transpire excessivement et qui a perdu une solution. Donc il a perdu une solution de NaCl. Et on va essayer de calculer donc, toutes les notions qu'on a vues en faisant les mêmes étapes. Déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est que je note toutes les informations importantes de l'exercice pour que ça soit plus simple après pour réaliser l'exo. Donc, en gros, tout ça, ça correspond à ce qu'il y a dans notre plasma, donc le volume et la concentration. On a la concentration de l'urée et du glucose pour calculer l'osmolarité efficace plasmatique. Et on a ce qui concerne la solution perdue. Donc déjà, la première étape, du coup, comme a expliqué Romain tout à l'heure, ça va être de calculer l'osmolarité efficace plasmatique initiale. Donc là, on a notre osmolarité plasmatique totale qui est de 330 milliosmoles. Donc on va faire l'osmolarité plasmatique totale moins l'osmolarité de l'urée moins l'osmolarité du glucose. Donc là, dans l'exo, c'est indiqué que c'est des concentrations, mais du coup, pour l'urée et le glucose, osmolarité ou concentration, c'est pareil parce que ce n'est pas des espèces qui vont se dissocier. Donc du coup, on a juste à appliquer. Donc là, du coup, on a fait la soustraction. On a bien mis tout dans les mêmes unités. Donc là, on avait en milliosmol et en millimol. On a le résultat 305 milliosmoles par litre pour l'osmolarité plasmatique efficace initiale. Et maintenant, la deuxième étape, c'est de calculer notre osmolarité de la solution perdue. Donc, pour calculer l'osmolarité de la solution perdue, on voit qu'on a la concentration pondérale de NaCl et on a aussi la masse molaire qui est donnée dans l'énoncé. Donc, il nous suffit d'appliquer la formule dans laquelle la masse molaire est égale à la concentration molaire est égale à la concentration pondérale divisée par la masse molaire.
Donc ici, ça va nous donner 6, qui est bien en grammes par litre, donc c'est équivalent à des kilos par mètre cube, donc c'est bon. On a la masse molaire qui est donnée dans l'énoncé qui est de 60, et donc ça va nous donner 0,1 mol par litre, qui est égal à 100 millimoles par litre moins 1. Ok, donc là, après, il ne faut pas oublier, comme Roman l'a dit tout à l'heure, de calculer l'osmolarité, parce que là, on a la concentration. Mais comme on a expliqué, le NaCl, ça va se dissocier pour donner 2 osmoles. Donc ici, il nous suffit de multiplier la concentration molaire par 2. Donc du coup, l'osmolarité de la solution perdue, donc je mets un P, ça va être égal à 100 fois 2, ce qui donne 200 milliosmoles par litre moins 1. Donc du coup là on a fini les 2 premières étapes, on va passer à la 3e étape qui est de calculer l'osmolarité efficace plasmatique finale. Parce que là on avait initiale et on voit donc après la déshydratation, après la perte de la solution, de combien est notre efficacité. Donc je note plasmatique efficace finale. Ça va être égal, du coup, comme l'a expliqué Roman, à notre quantité de matière initiale moins notre quantité de matière de la solution perdue divisé par le volume initial moins le volume perdu. Ça, il faut vraiment bien le connaître parce que ce sera toujours la même résolution et la même méthode. Pour la quantité de matière, donc on utilise la formule C fois V. On va faire notre osmolarité plasmatique efficace initiale multiplié par le volume initial, moins l'osmolarité de la solution perdue, fois le volume perdu, donc ce que dit Roman tout à l'heure, divisé par ça. Donc là, on a juste à faire une application numérique. Notre osmolarité plasmatique efficace, elle est de 305 milliosmoles par litre. On la multiplie par le volume initial. Donc le volume initial, c'est le volume total, donc on prend le volume intra- et extracellulaire. Donc 12 plus 6, ce qui fait 18. On soustrait à ça l'osmolarité l'osmolarité de la solution perdue, qui est de 200, fois le volume perdu, qui est de 450 ml, qu'on n'oublie pas de mettre en litres en multipliant par 10 puissance moins 3. On divise le tout par le volume initial moins le volume perdu. Donc le volume initial, c'est 18. Et le volume perdu, ça va être 450 fois 10 moins 3. On obtient un résultat de 307,7 milliosmoles par litre moins 1. Du coup là c'est bon, on a trouvé notre osmolarité efficace plasmatique finale, donc après la perturbation. Maintenant on passe aux 2 dernières étapes. Donc la 4e étape, ça va être de calculer le volume intracellulaire final pour ensuite calculer le volume extracellulaire. Donc Roman a expliqué comment on faisait. Donc on part du principe que le nombre de moles initial en intracellulaire est égal au nombre de moles final. Du coup, on refait la même formule que nous a montré Roman tout à l'heure, avec l'osmolarité efficace plasmatique initiale multipliée par le volume intracellulaire initial, qui va être égal à l'osmolarité efficace plasmatique finale multipliée par le volume intracellulaire final. Donc on va isoler le volume intracellulaire final. Donc voilà, on a isolé le volume intracellulaire final, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc l'osmolarité efficace plasmatique initiale, elle était de 305, celle qu'on a calculée au début. On multiplie par seulement le volume intracellulaire, pas tout le volume cette fois-ci, donc de 12 litres. Et on divise par l'osmolarité efficace plasmatique finale qui était de 307,7. Et ça du coup, ça va nous donner un résultat de 11,89 litres pour le volume intracellulaire final. Donc maintenant, la dernière étape, c'est de calculer le volume extracellulaire final. On rappelle que notre volume total final, il va être égal à notre volume total initial moins le volume qu'on a perdu. Et pour trouver le volume extracellulaire final,
on va prendre notre volume total final, auquel on va soustraire notre volume intracellulaire final. Donc du coup, on peut remplacer le volume total final par ça. Et il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc le volume total initial, il était de 18, auquel on soustrait le volume de la solution perdue qui est de 450 millilitres, et auquel on soustrait le volume intracellulaire qu'on a calculé, donc 11,89. Du coup, on trouve un résultat de 5,66 litres. Du coup, là, on va aussi regarder comment l'appliquer au diagramme de Pitts, parce que souvent dans ces exos-là, en dernière question, vous aurez à quel diagramme de Pitts est associée cette situation. Donc là, on est dans le cas d'une perte d'une solution qui est hypotonique. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure quand on a calculé la concentration de la solution perdue, mais on a vu, enfin l'osmolarité, on a vu que l'osmolarité de la solution perdue qui était de 200 milliosmoles par litre moins 1 était inférieure du coup à l'osmolarité efficace plasmatique initiale qui était elle de 305. Donc dans ce cas-là, quand l'osmolarité de la solution perdue est inférieure à celle de l'osmolarité efficace plasmatique, on dit que la solution perdue est hypotonique. Si elle avait été supérieure, on aurait dit qu'elle était hypertonique. Donc, du coup, on considère qu'on a perdu une solution hypotonique, donc on considère que la concentration de NaCl qu'on a perdue est négligeable par rapport à ce qu'on avait dans notre corps. C'est logique, parce que du coup, on a perdu une concentration qui est plus faible que ce qu'on a habituellement dans notre corps. Donc, elle est négligeable par rapport à sa valeur dans notre plasma. Donc, on considère seulement qu'on a perdu un volume. Donc, du coup, on va être en déficit hydrique. Donc, pour la représentation du diagramme de Pitts, on va considérer, donc on va sur l'axe de la largeur pour le volume, qu'on a perdu du volume, donc notre valeur seuil, c'est le rectangle noir. Ce que je vais faire en vert, c'est notre situation. Donc, du coup, on a perdu en volume, donc le volume va être plus petit, il va être environ là. Et comme on a perdu de l'eau, notre concentration, qui, elle, n'a pas changé dans notre plasma, mais elle va forcément augmenter, parce qu'on a perdu de l'eau, donc c'est forcément plus concentré. Le nombre de moles n'a pas changé, mais la concentration, elle, donc la natrémie, va augmenter du fait de la perte d'eau. Donc, pour notre situation initiale, ça va donner ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un déficit hydrique. Et on va représenter maintenant la situation à l'équilibre. Donc la situation à l'équilibre, ce qui va se passer, c'est que le phénomène d'osmose, donc l'eau qui va du compartiment le moins concentré au plus concentré, va dans cette situation se déplacer du volume intracellulaire, parce qu'il est moins concentré, au volume extracellulaire, qui est lui plus concentré. Donc le phénomène d'osmose va se déplacer par là. Donc notre situation initiale, le volume de base était là, donc il va réaugmenter un petit peu, mais sans non plus être totalement remis à niveau. Le volume intracellulaire va diminuer également, car on va avoir de l'eau qui va migrer vers le compartiment extracellulaire, donc on va forcément perdre de l'eau. Et pour la natrémie, elle va augmenter du côté du volume intracellulaire, car on perd de l'eau, donc ça va forcément être plus concentré dans le compartiment. Et au niveau du volume extracellulaire, elle était haute, donc on va dire que si elle était là, même si je l'avais fait plus bas, mais on va dire que si elle était là, au final, elle a diminué parce qu'on a gagné de l'eau. Ça a dilué un peu plus, ce qui fait qu'on se retrouve avec notre état d'équilibre qui est à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez raisonner comme ça pour les diagrammes de Pitts parce que c'est hyper logique et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Là, avec Romain, on a présenté un exo de déshydratation, mais c'est-à-dire que pour un exo d'hyperhydratation, donc par exemple un patient qui va ingérer une solution, et ben c'est la même chose, sauf qu'en fait, on va utiliser des additions au lieu des soustractions. Donc dans le calcul de l'osmolarité efficace plasmatique finale, au lieu de soustraire ce qu'on avait au début, au lieu de prendre ce qu'on avait au début et de soustraire ce qu'on a perdu, on va additionner ce qu'on a gagné. Donc voilà. Donc au final, ça revient en même, juste faut faire attention aux additions. Ok, donc on espère que la vidéo vous a plu avec Romain, que vous avez tout compris. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà, comme vous pouvez le voir, heureusement que Clarisse n'a plus de talent en biophysique qu'en dessin. J'espère que ça vous aura plu. Bisous et bon courage à tous. Bon courage.